Salut Thomas. Salut Nadia. Alors on a l'habitude que tu nous décryptes les derniers faits et gestes d'Emmanuel Macron et tu reviens sur ses derniers voyages et son désintérêt assez marqué pour la France. C'est quand même un peu embêtant quand il y a un président français qui se désintéresse des Français. Mais on disait il y a quelques semaines, je crois en rigolant, que Emmanuel Macron peut-être visait le prix Nobel de la paix parce qu'il veut absolument faire la paix partout, dans tous les conflits. D'ailleurs, il arrive à rien, mais il passe ses nuits à vouloir réconcilier la Russie et l'Ukraine, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Puis on en rigolait un peu, on disait il vise peut-être le prix Nobel. En fait, il le vise vraiment, puisqu'il y a un article du Canard enchaîné qui est sorti où un de ses principaux conseillers en off explique que maintenant, aujourd'hui, son objectif, c'est pas de combattre l'inflation en France, c'est pas d'aider les Français à sortir de la crise, c'est pas de faire baisser les prix de l'énergie, non, c'est d'avoir le prix Nobel de la paix. Alors il nous fait un petit peu comme faisait Chirac pendant la cohabitation avec Jospin, ou même Mitterrand pendant la cohabitation dans les années 80 avec Chirac, c'est-à-dire il prend de la hauteur, sauf qu'en fait, il n'est pas du tout en cohabitation, il a une majorité très réduite à l'Assemblée nationale, il gouverne par une flopée de 49.3, il passe en force sur les budgets, bientôt peut-être sur les retraites, et là, il prend des décisions très violentes en France, quand même. On a appris ces derniers jours que les chômeurs allaient être indemnisés 6 mois de moins, soi-disant parce que la conjoncture économique se porte mieux et que moins de gens sont au chômage. Donc il prend des décisions très, très violentes. Et pour ne pas avoir à les assumer, il s'élève au-dessus de la mêlée. Il joue un peu, il redonne à la fonction présidentielle tout son caractère monarchique. Sauf que ce n'est pas vraiment Louis XIV et le roi Soleil, c'est plutôt Louis XVI en 1789. Ça commence vraiment à sentir le roussi. Et évidemment, il semble complètement oublié par son intérêt complètement démesuré pour l'international, toute la colère qu'il peut avoir dans la population française et qui s'est exprimée en octobre dernier, le mois dernier, quand par exemple des raffineries ont été bloquées et qu'il y a eu des mouvements de grève assez importants. Et ce ne sont pas seulement les Français qu'il est en train de mettre en colère, c'est aussi tout un tas de cas de corps intermédiaires. Et puis aujourd'hui, Emmanuel Macron arrive même à fâcher les maires en ne se rendant pas à leur congrès. Alors oui, c'est passé cet après-midi. C'est-à-dire que non seulement il se désintéresse du petit peuple, alors ça on pourrait encore lui pardonner, mais il commence à aussi mépriser les corps intermédiaires. Il fait finalement du Sarkozy, c'est-à-dire il se désintéresse de ces grands commis de l'État, de ces maires des grandes villes de France et tout ça, qui ont été très choyés sous le quinquennat Hollande et qui sont de nouveau complètement abandonnés par Emmanuel Macron. Et dans la lignée de son désintérêt finalement pour les questions nationales, on se souvient qu'au plus fort de la grève en octobre dernier du blocage des raffineries, il y avait une interview complètement lunaire d'Emmanuel Macron sur France 2. Où pendant 30 minutes, il parle de l'Ukraine, il fait semblant de ne pas s'intéresser à la vie politique intérieure, et quand Caroline Roux, la journaliste, finit par lui dire « Non mais alors vous en pensez quoi quand même des blocages ?» Je dis « Non, ne vous inquiétez pas, ça sera réglé la semaine prochaine, Inch'Allah. » Et là, il fait pareil avec les maires. Il y a le congrès des maires de France qui se déroule à Paris, porte de Versailles, et alors que les présidents de la République ont l'habitude de s'y rendre, lui non, il n'y va pas. Mais non seulement il n'y va pas, mais il se rend au salon des maires de France qui est à 2 pas. Alors il y a une différence, le congrès des maires de France, c'est l'instance politique qui rassemble les maires de France, et le salon des maires, c'est un peu les vendeurs de tapis, c'est le salon des exposants. Donc Emmanuel Macron se rend au salon, il va faire une déambulation, ça fait un peu... On parlait de la monarchie tout à l'heure, le roi qui déambule au milieu du petit peuple. Il y a un tapis rouge ou pas ? Oui, non, il n'y a pas de tapis rouge. Peut-être qu'il faudra le toucher des écrouelles. Alors, ça a quand même fait sortir de ses gonds l'Association des maires de France, qui sont pourtant pas des marxistes-léninistes complètement échevelés, notamment André Laniel, maire d'Issoudun, que je ne connaissais pas, mais qui a quand même sorti quelques petites phrases assassines contre Emmanuel Macron, en disant que l'obligation n'existe pas que le président vienne chaque année devant le congrès des maires, mais qu'il soit à 2 pas et ne vienne pas, et pour le moins surprenant. Il y a les entreprises et les marchands, et puis il y a les maires rassemblés pour travailler. Un choix a été fait. C'est quand même assez surprenant qu'Emmanuel Macron refuse d'aller prononcer un discours et rencontrer les maires de France. Alors, il y aura une réception organisée à l'Élysée, mais quand même, il y a ce mépris-là, alors que quand même les maires rencontrent plein de difficultés, avec la hausse des factures d'énergie, avec la baisse des dotations, avec la suppression de la taxe d'habitation qui, malgré les promesses, n'a pas tout à fait été compensée. Et face à ces interrogations, face à cette colère, qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron ? Il fuit. Et comme c'est un grand courageux, comme il n'a écouté que son courage qui visiblement ne lui disait rien, il a envoyé Elisabeth Borne, sa première ministre, au carton. Et une des grandes nouveautés de ce quinquennat Macron, de ce quinquennat numéro 2, c'est d'utiliser la première ministre comme fusible.
Le Premier ministre n'est plus un collaborateur du président de la République comme à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est un fusible qu'on envoie traiter les basses questions de politique intérieure. Et donc, ça sera Elisabeth Borne qui va se coller et qui va aller prononcer un discours devant le Congrès des maires de France. Donc, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il peut espérer aucune victoire sur le plan national. Il y a des lois très dures qu'il fait passer. La seule chose qu'il peut espérer, c'est une victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde pour gagner un peu de répit. Mais vu comment les joueurs de l'équipe de France se blessent les uns après les autres, il va bientôt plus rester grand monde. Il va devoir rappeler Platini. Et il faut se souvenir que la dernière fois que la France avait gagné la Coupe du Monde, il pensait avoir un état de grâce pendant plusieurs mois. Bah, boum, il y a eu l'affaire Benalla 15 jours plus tard. Et 3 mois ou 4 mois plus tard, il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Donc, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait envie de rééditer l'expérience. Du coup, Macron se concentre sur la scène internationale. Ben, comme ça ne va pas trop sur la scène nationale, il va s'intéresser à la politique internationale. En général, Rousseau disait de se méfier un peu de ces philosophes. Alors, je ne sais pas si Macron est un philosophe, mais qui aime les Tatars pour ne pas être obligé d'aimer leurs voisins. En général, il faut s'inquiéter de ces gens-là. Alors, il a beaucoup d'ambitions qu'il n'arrive pas à réaliser, de terminer toutes les guerres, notamment celle entre la Russie et l'Ukraine, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive très clairement pas. Il énerve Vladimir Poutine parce qu'il filme ses appels téléphoniques à Vladimir Poutine, ce qui énerve parce que ça viole le secret des négociations confidentielles entre chefs d'État. Puis pose en pull avec une capuche. Voilà, c'est de la communication. Et on se rend compte que des pays qui ont été peut-être un rang moindre, qu'on considérait un rang moindre que celui de la France sur la scène internationale, ont beaucoup plus d'impact dans les négociations pour la paix en Ukraine. On peut parler de la Turquie, de la Chine, même de l'Indonésie, qui s'est même mêlée il y a quelques semaines en organisant le G20 à cette offensive diplomatique. Et donc, du coup, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il part en vacances. Alors, j'ai regardé son Twitter. Franchement, c'est des cartes postales de vacances, c'est vie ma vie de globe-trotter. Et c'est assez avec dédain, c'est-à-dire aux pauvres ouvriers français qui peinent à boucler les fins de mois, qui mangent des pâtes, d'ailleurs les pâtes sont devenues 2 fois plus chères, il leur dit moi, je suis à l'étranger, je suis en train de sauver le monde. Alors c'est assez étrange parce que quand on regarde son Twitter, on n'a pas vraiment l'impression qu'il sauve le monde. Enfin, je ne sais pas si aller regarder un match de boxe en Thaïlande, c'est vraiment sauver le monde. Regarde. Les frères Pinto là, qui sont là quand même, vous pouvez leur faire des grands applaudissements parce que c'est extrêmement compliqué. C'est quand même une magnifique histoire de 2 jeunes Français qui sont venus réussir et qui sont des stars ici en Thaïlande et qui sont fidèles à la France et qui font vivre l'amitié entre nos 2 pays. Donc merci à tous les 2. On dirait le Gorafi et ça m'a fait penser, tu sais, à la bande dessinée, là, mais où est Charlie, oui. C'est perdu dans la foule. En tout cas, les Français ne le retrouvent pas trop parce qu'il vraiment, il est à l'international. Alors, il faut aller voir son compte Twitter. Il tweete plus en français. Il tweete en moldave, en indonésien, en thaï, en chinois. En fait, moi, j'avais l'impression d'être à Disneyland. Tu sais, quand tu rentres dans une attraction, tu as toutes les langues pour être sûr que le mec accroche bien sa ceinture. C'est un peu le compte Twitter d'Emmanuel Macron en ce moment. Alors, à l'époque, De Gaulle, il faut se souvenir, allait dans les pays étrangers et prononçait des discours en langue étrangère. On se souvient qu'il avait prononcé des discours en allemand, en roumain, même quand il ne parlait pas la langue. C'était une marque de respect mutuel. Là, c'est juste le coup d'un community manager au service de ce patron qui multiplie les coups de com'. Alors, j'ai compté. Je me suis farci le compte Twitter d'Emmanuel Macron sur les 67 derniers tweets. 67. Punaise. T'as regardé les 160 punaises. Il y en a un qui parle de la France. Et encore, c'est pour rebondir suite à une remarque d'un touriste qui trouvait combien c'était merveilleux qu'à McDo, aujourd'hui en France, on puisse manger ses frites dans des emballages recyclables. C'est extraordinaire. Et le dernier tweet avant, c'était quand même un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, parce que de temps en temps, il faut s'occuper des sujets importants. Mais c'est peut-être mieux qu'il parle de l'étranger, parce que quand il se met à parler de la France et des Français, je peux vous dire que ça pique les oreilles. French people being very proud. Certes, les Français sont très fiers, parfois peut-être un petit peu trop, voire un peu arrogants. Mais, de fait, nous doutons beaucoup de nous-mêmes, parfois trop, probablement. Néanmoins, je pense que nous pouvons avoir confiance en notre avenir, car la France dispose de nombreux atouts pour lutter dans ce monde et parvenir à des résultats. Nous avons un très bon système énergétique.
C'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire les Français, c'est les autres, c'est plus moi. Ils doutent d'eux. Alors c'est sûr que lui, il doute pas de lui, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, même, tu vois que même la traductrice en rigole quand même de la phrase complètement lunaire d'Emmanuel Macron, la sociologie de comptoir, c'est absolument hallucinant. Non, mais dans une même phrase, il dit des Français qui sont fiers et arrogants, but de leur personne, donc sur d'eux. Mais de fait, ils n'ont pas confiance en eux. Mais ils vont avoir confiance en l'avenir. Ça fait partie des petites phrases d'Emmanuel Macron sur les Français, sur le mépris qu'il a de ses compatriotes. On se souvient des Gaulois réfractaires. Donc c'est dans la droite ligne de ses propos depuis 5 ans. Alors la preuve de l'échec de Macron sur la scène internationale, c'est sans le sommet de la francophonie à Djerba, un sommet qui est passé inaperçu. Alors Macron, c'est quand même le spécialiste des sommets qui ne servent absolument à rien. Depuis 2018, il organise un fumeux forum sur la paix à Paris. Où on va bien tous ces sommets là. On va bien le contribuable français qui déjà se serre la ceinture, voilà. Et puis il organise des forums où on va discuter de la paix, on va sortir des grands mots, on va parler avec des beaux mots de start-upers, mais finalement ça va servir à rien. Et il y avait un sommet qui était quand même important, c'est le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est tenu à Djerba en Tunisie, qui avait été repoussé à plusieurs reprises. Et c'était l'occasion pour Emmanuel Macron de faire un coup politique, de remettre la francophonie sur le devant de la scène, puisque la francophonie avait été très décriée. L'Organisation internationale de la francophonie était vue un peu comme le bras armé de la France dans les pays notamment d'Afrique francophone. Ça avait été très décrié. On avait notamment la nomination au secrétariat général de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui vient d'un pays quand même anglophone, donc être nommé à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, ça peut être quand même quelque peu dérangeant, notamment que le Rwanda n'est pas un parangon de vertu et de démocratie. Et Emmanuel Macron a poussé cette nomination parce que justement la France et le Rwanda étaient en train de se rapprocher. Et du coup, la France, lors de ce sommet, s'est montrée incapable de régler le grand différend du moment qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, donc la République démocratique du Congo qui est le plus grand pays de la francophonie et qui subit des attaques rebelles d'un mouvement soutenu par le Rwanda. Et comme Emmanuel Macron est complètement maqué par le Rwanda, il y a eu des vraies tensions. La République démocratique du Congo s'est montrée très fâchée contre la France et a boycotté la photo de famille de fin du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors Macron, il s'est dit allez, je vais compenser cette belle réussite diplomatique par une petite phrase, parce que quand même le français, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde, c'est la 5e langue la plus parlée, donc c'est très important pour lui. Je crois qu'on peut écouter un petit extrait. Et je pense en particulier pour le continent africain, que c'est la vraie langue universelle du continent africain. Et c'est celle qui permet d'ailleurs de créer l'unité à laquelle moi je crois beaucoup. La francophonie, c'est la langue du panafricanisme, si je devais faire un combat politique à l'envers, si je puis dire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et je crois que c'est celle qui porte aussi des vraies valeurs universelles, justement d'Haïti au continent africain, en passant par une partie du continent sud-américain et l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Ouais, quand il se met à parler en français, c'est pour dire des bêtises. Je crois qu'il ferait mieux de retourner tweeter en moldave, ça lui ferait pas de mal. Alors déjà, en plus, le français, c'est pas la langue commune à toute l'Afrique. Il y a l'arabe, il y a l'anglais, il y a le swahili, il y a même le fulbe. Et puis là, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il rêve de refaire la colonisation de l'Afrique, de remettre l'Afrique sous le chapeau français. Il faut se souvenir que le français, c'est pas la langue universelle, c'est pas la langue du panafricanisme, c'est pour beaucoup de gens la langue de la colonisation, du colonialisme, et un colonialisme très dur. Il faut se souvenir que Jules Ferry, qui était le chantre de la colonisation à la fin du XIXe siècle, considérait que la langue française était un don humanitaire et civilisateur. On a vu combien ce don et le don de la colonisation a coûté en vie humaine en Afrique. Et Emmanuel Macron marche dans ses traces tout en se désintéressant complètement du pays qu'il est censé gouverner.